À la fin de 2003, Valentino Rossi avait tout. La meilleure moto du monde, l'équipe la plus dominante de MotoGP, 3 titres mondiaux consécutifs et une Honda qui semblait impossible à battre. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il a pris une décision que beaucoup considéraient comme une folie. Il a abandonné la moto qui gagnait tout et il est allé chez Yamaha qui peinait à monter sur le podium. Cela semble absurde aujourd'hui, mais à l'époque, la plupart du paddock pensaient que Rossi commettait la plus grande erreur de sa carrière. Sauf qu'il y avait un problème. Valentino voulait prouver quelque chose qui le dérangeait depuis des années. Beaucoup de gens disaient que n'importe quel pilote gagnerait avec cette Honda, que les titres étaient le mérite de la moto, pas du pilote. Et Rossi a décidé de répondre de la manière la plus difficile possible, en quittant la meilleure équipe du monde et en essayant de gagner avec l'une des pires motos de la grille. Ce qui s'est passé ensuite est devenu l'une des histoires les plus légendaires de MotoGP. Car cela n'a pas pris une saison, cela n'a pas pris la moitié du championnat. Valentino Rossi a déjà gagné lors de la première course avec la Yamaha et il a changé pour toujours l'histoire du motocyclisme. Mais pour comprendre comment cela s'est produit, nous devons revenir au moment où la relation entre Rossi et Honda a commencé à se détériorer. En 2003, Honda dominait le motocyclisme mondial d'une manière sans précédent dans l'ère moderne du sport. Entre 1994 et 2003, le constructeur japonais a conquis 9 championnats du monde dans la catégorie reine. Ce n'étaient pas des victoires occasionnelles entrecoupées de difficultés. C'était une domination structurelle, construite sur des décennies d'investissement en ingénierie, en développement de matériaux et en une philosophie d'entreprise qui considérait la compétition comme une extension directe de la réputation de la marque. Perdre n'était pas une option acceptable, et pendant presque une décennie, perdre était quelque chose qui se produisait rarement. La RC 211V, la moto que Rossi pilotait à cette époque, était le produit le plus avancé de ce processus. Le moteur V5, avec sa configuration de 3 cylindres à l'avant et 2 à l'arrière, formant un angle de 75 degrés, produisait une délivrance de puissance plus douce et progressive que toute configuration alternative disponible à l'époque. La répartition de la masse que permettait ce moteur favorisait le comportement en courbe d'une manière que les ingénieurs de la concurrence mettaient des saisons à comprendre complètement. L'électronique était plus développée, le châssis était plus stable. Dans presque tous les paramètres techniques mesurables, la RC 211V était en avance et Rossi gagnait avec elle. En 2002, il a gagné 11 courses. En 2003, 9 autres victoires et le championnat. Il montait sur le podium avec une régularité qui rendait les courses prévisibles pour ceux qui étaient à l'extérieur. Mais pour ceux qui étaient à l'intérieur, le tableau était plus complexe que ce que les résultats suggéraient. Le problème n'était pas dans les chiffres. Le problème était dans le récit que les chiffres construisaient. Avec chaque victoire, la voix qui disait que n'importe quel pilote de niveau moyen gagnerait avec cette Honda devenait un peu plus forte. Ce n'étaient pas seulement des amateurs dans les tribunes. Ils étaient des journalistes spécialisés, des ex-pilotes ayant autorité dans le milieu et, ce qui était encore plus perturbant, des personnes au sein même du paddock. Le message implicite était toujours le même. Le véritable champion était l'ingénierie japonaise. Rossi n'était que le bénéficiaire le plus visible de cette supériorité technique. Pour un pilote ordinaire, cette narration aurait été facile à ignorer. Les titres arrivaient, l'argent arrivait, la célébrité arrivait. Pourquoi tout risquer pour répondre à une question à laquelle, au fond, la plupart des gens ne se souciaient pas vraiment de voir répondu. Mais Rossi n'était pas un pilote ordinaire dans la façon dont il comprenait sa propre carrière. Il avait une relation avec le sport qui allait au-delà des victoires individuelles. Il se souciait de la manière dont les victoires étaient obtenues et de ce qu'elles disaient sur qui il était. Et l'histoire qui se racontait sur lui, l'histoire de la moto invincible avec un pilote interchangeable, n'était pas l'histoire qu'il voulait laisser.
La décision de changer Honda pour Yamaha était, en ce sens, un acte d'affirmation de soi autant qu'une stratégie compétitive. Rossi avait besoin de répondre à la question non pas pour convaincre le public, mais pour se convaincre lui-même. Parce qu'au fond, après des années à entendre que la moto était le facteur déterminant, une graine de doute pouvait germer même dans le pilote le plus confiant. La seule façon de la détruire était d'éliminer la variable, enlever la Honda de l'équation, voir ce qui restait. La Yamaha n'est pas arrivée à Valentino Rossi par hasard. Il est arrivé à travers un processus délibéré, soigneusement planifié par deux personnes qui comprenaient que la seule façon de rivaliser avec Honda était d'apporter au projet quelque chose que la supériorité technique de la RC211C ne pouvait pas remplacer. Le meilleur pilote du monde au centre absolu des décisions. David Brivio et Lynn Jarvis étaient des architectes de cette stratégie. Brivio, qui gérait les opérations de l'équipe, avait une vision claire de ce qui manquait à Yamaha. Ce n'était pas seulement la vitesse ou la puissance, c'était une philosophie de travail complètement différente. Jarvis, dans son rôle de directeur de Yamaha Motor Racing, avait l'autorité et les ressources pour rendre viable ce que Brivio proposait. Et ce qu'il proposait était simple en théorie et extrêmement complexe en exécution. Convaincre le pilote le plus convoité de la grille de quitter l'équipe dominante et de reconstruire un projet qui était loin d'être compétitif. Les réunions se sont déroulées dans des lieux garantissant une discrétion absolue, des hôtels en dehors des circuits, des salles réservées dans des restaurants. Il est même arrivé que cela se passe à l'intérieur de la clinique mobile du paddock, l'un des rares endroits dans l'environnement des courses où les caméras et les journalistes n'avaient pas accès. Le secret n'était pas de la paranoïa, c'était une nécessité. Toute fuite de ces conversations pouvait compliquer la position de Rossi dans les négociations avec Honda et exposer Yamaha à des pressions inutiles avant que l'accord ne soit confirmé. Ce que Yamaha a offert à Rossi n'était pas seulement de l'argent, bien que la compensation financière soit significative. L'élément qui a vraiment changé la direction des conversations était de nature différente. Yamaha a offert quelque chose que Honda avait cessé de fournir, la centralité du pilote dans le processus de développement. Dans la structure de Honda, les décisions techniques concernant la moto étaient prises en interne par le département d'ingénierie, conformément à la philosophie de l'entreprise. Le pilote était consulté, ses opinions étaient prises en compte, mais le flux d'autorité était clair. L'organisation décidait, le pilote s'adaptait. C'était une structure qui fonctionnait parfaitement lorsque la moto était la meilleure de la grille, mais qui laissait le pilote dans une position de dépendance permanente que Rossi avait commencé à remettre en question. Yamaha a proposé le contraire. Rossi pourrait amener Jeremy Burgess et toute sa structure technique de soutien. Les décisions de développement seraient prises conjointement, le pilote ayant un poids réel dans les discussions. La moto serait construite en fonction des besoins du pilote, et non l'inverse. C'était un renversement complet de la philosophie que Rossi avait expérimenté les années précédentes. Il y a un détail sur le processus de négociation que Rossi a mentionné dans des interviews ultérieures et qui en dit long sur la façon dont la décision a été prise. Lors d'une visite au box de Yamaha à un moment informel entre les séances, un mécanicien a fait un commentaire humoristique qui a généré des rires dans toute l'équipe. Rossi s'est rendu compte qu'il riait avec eux, et il a immédiatement perçu aussi que ce type de légèreté n'existait tout simplement pas dans l'environnement qu'il avait laissé derrière lui. Honda était une organisation de très haute compétition, mais elle fonctionnait avec un sérieux corporatif qui laissait peu de place à l'informalité. Pour quelqu'un qui a toujours mélangé le côté professionnel avec une énergie véritablement ludique envers les courses, cette différence culturelle n'était pas un détail insignifiant. C'était une partie fondamentale de l'environnement où il performait le mieux. La combinaison d'une autonomie technique réelle, d'une structure humaine qu'il pouvait façonner autour de lui et de l'opportunité de construire quelque chose à partir de zéro dans un projet qui avait besoin de tout était plus persuasive que n'importe quel argument purement économique. Et c'est ce que Yamaha a compris avant Honda, que Valentino Rossi n'était pas simplement
un pilote cherchant le meilleur contrat. C'était un constructeur cherchant le bon projet. Pour comprendre pleinement l'ampleur du pari que Rossi a pris, il faut comprendre exactement dans quel état se trouvait la Yamaha M1 en 2003. Parce que la différence par rapport à Honda n'était pas seulement une question de résultat. C'était une différence de nature technique sur plusieurs dimensions simultanées qui transformaient chaque tour d'entraînement en une bataille contre la moto elle-même. Le problème le plus visible était la vibration. La M1 de 2003 utilisait une configuration de moteur à 4 cylindres en ligne, un choix que Yamaha avait maintenu par tradition et qui sur le papier présentait des avantages en termes de compacité et de facilité de développement. Mais dans la pratique, cette configuration produisait un schéma de combustion qui générait des pics de couple beaucoup plus abrupts que le moteur V5 de Honda. Chaque combustion des pistons atteignait le pneu arrière comme un coup au lieu d'une application progressive de force. Le résultat était une moto qui vibrait, qui frappait l'asphalte de manière à rendre difficile la lecture de l'adhérence et qui rendait impossible pour le pilote de faire entièrement confiance aux informations transmises par les pneus. La confiance dans les pneus est, dans le motocyclisme de compétition, littéralement une question de survie. Le pilote doit savoir, à chaque centième de seconde, combien d'adhérence il a à sa disposition pour appliquer lors du freinage, lors du soutien du pneu avant dans les virages et lors de la traction à la sortie. Lorsque la moto vibre de manière incohérente, cette information est contaminée. Le pilote ne sait pas si ce qu'il ressent est la limite réelle du pneu ou un bruit mécanique de la transmission. Et face à l'incertitude, l'instinct de survie oblige à piloter plus loin de la limite, ce qui se traduit directement par des temps plus lents. C'est Masao Furusawa, ingénieur en chef du projet M1, qui a initié la transformation la plus importante dans l'histoire récente de Yamaha. Furusawa était un nom pratiquement inconnu du grand public, mais au sein de l'ingénierie de compétition, il avait une réputation de penseur systématique qui remettait en question des prémices que d'autres acceptaient sans discussion. La principale prémisse qu'il a décidé de remettre en question était la configuration du vilebrequin du moteur. Le passage à un vilebrequin de type crossplane, qui positionnait les manivelles à 90 degrés les unes des autres au lieu des 180 degrés de la configuration traditionnelle, a complètement altéré le caractère du moteur. Avec le crossplane, les intervalles de combustion entre les cylindres sont devenus inégaux, créant un schéma que beaucoup décrivent comme similaire à celui d'un moteur V4. Le résultat pratique était une livraison de couple beaucoup plus douce à la sortie des virages, où le pilote ouvre l'accélérateur progressivement tout en étant encore incliné. Au lieu d'un coup de puissance qui déstabilisait la moto, il y avait une progression que le pilote pouvait moduler avec la main. La différence en termes de confiance était immédiate et énorme, mais le crossplane à lui seul ne résolvait pas tous les problèmes. Jeremy Burgess, en s'immergeant dans les détails techniques de la M1 avec la profondeur que seul quelqu'un ayant des décennies d'expérience en moto de compétition peut atteindre, a trouvé des questions de conception qui allaient au-delà du moteur. La géométrie d'entrée d'air du moteur était positionnée de manière à créer une interférence aérodynamique avec le comportement de la suspension avant dans certaines conditions de vitesse. La centralisation de la masse était répartie d'une manière qui compliquait les changements de direction rapides, exactement le type de mouvement que le style de pilotage de Rossi exigeait le plus souvent. Le système électronique présentait des comportements erratiques que les ingénieurs avaient appris à contourner plutôt qu'à résoudre à la source. La liste des problèmes était longue. Mais il y avait quelque chose d'important que Burgess et Rossi ont identifié dans cette liste. Ce étaient des problèmes résolvables. Ce n'étaient pas des limitations fondamentales de concept qui exigeaient de repartir de zéro. Ce étaient des échecs d'exécution et de priorisation qu'une équipe compétente avec les ressources adéquates et l'autorité de prendre des décisions sans passer par 10 couches d'approbation corporative pouvait attaquer systématiquement. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant l'hiver 2003 à 2004, dans un processus de travail intense que Yamaha a décrit en interne comme la plus grande transformation technique d'un seul hiver dans l'histoire du projet
projet M1. Honda est arrivé au Grand Prix du Japon à Motegi en 2003 avec une certitude que rarement une entreprise de cette taille et de cette tradition se permet d'avoir. Le renouvellement de Rossi était une formalité. Le contrat était prêt. Les chiffres étaient généreux, reflet de la reconnaissance de Honda que Rossi était le meilleur pilote du championnat. Les dirigeants responsables de la négociation attendaient juste le bon moment pour formaliser ce qui, de leur point de vue, était déjà essentiellement décidé. Course à domicile pour Honda, le circuit de Motegi, construit avec un investissement direct du fabricant, situé dans la préfecture de Tochigi, à moins de 150 km de Tokyo. Un lieu chargé de symbolisme corporatif et émotionnel pour tout le groupe Honda. S'il y avait un endroit et un moment pour sceller la continuité de l'association la plus réussie du motocyclisme moderne, c'était là. Le contrat était sur le minibar de la chambre de Rossi à l'hôtel. Les dirigeants attendaient la signature. Ce qu'ils ont reçu, c'était un non, simple, direct, sans marge pour une négociation supplémentaire. La réaction de Honda a révélé à quel point l'entreprise avait sous-estimé la gravité des discussions que Rossi avait avec Yamaha. Ce n'était pas seulement une surprise, c'était un mélange d'incrédulité et de quelque chose qui, en interne, fonctionnait comme une atteinte institutionnelle qui, dans un environnement corporatif japonais, se manifeste de manière très différente des autres cultures, mais qui est tout aussi réelle. Honda avait donné à Rossi 3 titres mondiaux consécutifs, la meilleure moto de la grille, les meilleures ressources techniques disponibles, et il partait. La décision que Honda a prise ensuite a eu des conséquences pratiques importantes. Le constructeur a refusé de permettre à Rossi de faire des essais avec la Yamaha avant la fin officielle du lien contractuel. C'était une clause qui figurait dans le contrat et que Honda avait décidé d'appliquer dans son interprétation la plus restrictive. En termes de calendrier, cela signifiait que pendant que d'autres pilotes, changeant d'équipe, pouvaient commencer à travailler avec la nouvelle moto lors des essais de fin de saison, Rossi se retrouverait 100 km avec la M1 dans les dernières semaines de 2003. Du point de vue stratégique de Honda, cela avait du sens. Retarder le processus d'adaptation de Rossi à la Yamaha pourrait compliquer les premiers mois du championnat suivant et donner aux motos japonaises un avantage temporaire. Du point de vue psychologique, cependant, l'effet était complètement différent de ce que Honda espérait. Rossi fonctionnait mieux lorsqu'il avait quelque chose de concret contre quoi se positionner. Un obstacle externe était un combustible, pas un frein. La décision de Honda de rendre sa transition difficile a alimenté une motivation qui était déjà intense et l'a rendue encore plus ciblée. Il y a un aspect de cette rupture qui est rarement discuté avec la profondeur qu'il mérite. Ce qu'elle a révélé sur la différence de perspective entre Rossi et Honda sur ce qu'était l'essence de cette association. Pour Honda, la relation était principalement technique et commerciale. L'entreprise fournissait la moto, le pilote gagnait, les deux en bénéficiaient. Pour Rossi, l'association devait être quelque chose de plus. Elle devait inclure le respect pour la contribution du pilote au développement, un espace pour que sa perspective influence les décisions, une relation où il serait un collaborateur actif et non simplement un opérateur du produit final. Lorsque cela est devenu clair que ces deux compréhensions étaient irréconciliables, la séparation est devenue inévitable et ce qui semblait surprenant de l'extérieur se construisait en réalité lentement depuis des années. L'impact réel de Welcome 2004 n'était pas immédiatement visible. Une victoire dans une course, bien que dramatique et symbolique, pouvait être écartée comme des circonstances favorables, comme un jour exceptionnel sur un circuit spécifique, comme quelque chose qui ne se reproduirait pas lorsque la compétition s'intensifierait au cours de la saison. Ceux qui voulaient maintenir le récit, selon lequel Honda était le facteur déterminant, avaient des arguments disponibles dans ce sens. Pendant quelques semaines, ces arguments semblaient avoir une certaine crédibilité, mais les résultats suivants les ont systématiquement détruits. Rossi a été constamment compétitif tout au long de la saison. Les victoires ont continué d'arriver sur des circuits aux caractéristiques complètement différentes les unes des autres,
dans des conditions variées face à une grille où Honda restait techniquement supérieure dans la plupart des paramètres mesurables. Ce qui devenait de plus en plus clair, c'était que la supériorité technique d'une moto et l'avantage qu'un pilote extraordinaire peut tirer d'une moto inférieure ne sont pas des forces qui s'annulent automatiquement. Elles dépendent de l'extraordinaire talent du pilote et de la façon dont l'équipe autour de lui est bien organisée. Rossi a remporté le championnat de 2004 lors de sa première saison avec Yamaha, pas de manière serrée, avec une marge qui rendait difficile de soutenir qu'il s'agissait de chance ou de circonstances. Et ce faisant, il a changé quelque chose de fondamental dans la façon dont l'industrie de la moto de compétition pensait à la relation entre le pilote et la moto. Avant 2004, la sagesse dominante était relativement simple. Maximiser la qualité technique du produit et le pilote deviendra gagnant. La conséquence pratique de cette philosophie était que les fabricants disposant de plus de ressources avaient un avantage structurel que le talent individuel pouvait rarement compenser. La bonne moto, avec le bon développement, produisait des victoires. Le pilote était une variable importante, mais rarement le facteur décisif lorsque la différence technique entre les motos était grande. Ce que Rossi et Yamaha ont démontré, c'est que cette équation était plus complexe qu'on ne le supposait. Un pilote capable d'influencer activement le développement technique de la moto, de communiquer avec précision ce qu'il ressentait et de traduire cette information en ajustements concrets qui amélioraient le produit, pouvait compresser des différences techniques qui sur le papier semblaient insurmontables. Il ne les éliminait pas, mais il les réduisait à une taille où le talent pur et l'intelligence stratégique pouvaient couvrir le reste. Cette compréhension a changé la façon dont les équipes pensaient à leurs pilotes. À partir de 2004, l'influence technique du pilote sur le développement de la moto a été considérée comme une partie de la valeur qu'il apportait au projet, pas seulement sa vitesse sur la piste. Le pilote qui réussissait à décrire avec précision ce dont la moto avait besoin et à travailler avec les ingénieurs pour trouver des solutions avait une valeur ajoutée que les équipes les plus intelligentes ont commencé à intégrer dans leur structure de recrutement et dans leur philosophie de travail. La Yamaha, que Rossi a aidé à construire en 2004, est restée compétitive dans les années suivantes, permettant des titres supplémentaires en 2005, 2008 et 2009. Mais l'impact le plus durable n'a pas été la séquence de championnat, c'était la transformation de Yamaha elle-même en tant que fabricant compétitif de MotoGP, qui est passé d'une équipe incapable d'atteindre le podium en 2003 à devenir une référence technique du championnat en quelques mois. Ce processus, initié par la décision de Rossi d'y aller et par le travail qu'ils ont développé ensemble, continue d'être étudié comme un exemple de la manière dont la bonne relation entre pilote et constructeur peut multiplier le potentiel des deux de façon que ni l'un ni l'autre ne pourrait atteindre séparément. Lorsque Valentino Rossi a quitté Honda à la fin de 2003, beaucoup de gens ont cru qu'il détruisait sa carrière. En pratique, il était en train de construire son plus grand héritage, car ses titres avec Honda ont prouvé qu'il était un champion, mais sa victoire immédiate avec Yamaha a prouvé quelque chose d'encore plus grand. Elle a démontré qu'il était capable de changer le destin d'un constructeur entier. Aujourd'hui, à une époque où chaque détail technique fait la différence, cette histoire continue d'être rappelée car elle représente quelque chose de rare dans le sport. Du courage, le courage de sortir de sa zone de confort quand tout fonctionne déjà, le courage de parier sur soi-même. Et peut-être est-ce exactement pour cela que Valentino Rossi reste l'une des figures les plus importantes que le motocyclisme ait produites, non seulement pour les titres, mais pour les décisions qu'il a eu le courage de prendre.